Lyon, Luc Dunhomme, la colline de la lumière. Les Gaulois et les Romains avaient-ils pressenti que Lyon serait un jour un carrefour européen de la franc-maçonnerie? Les antiques tombeaux de Fourvière en porteraient quelques témoignages. Parce qu'on croit à la prédestination d'une ville. J'ai tendance un peu à y croire. Lyon, par son confluent, ce mystérieux Y que constituent les deux fleuves, signifie bien quelque chose. Tout a commencé vraiment à la Renaissance. Lyon voit converger les idées nouvelles qui ont fait leur apparition en Europe, celles de l'humanisme et par conséquent celles de la franc-maçonnerie. Les banquiers, les négociants, les imprimeurs s'installent dans la ville, les Suisses, les Allemands, les Génois et les Florentins. La cité ressemble à une ville italienne. Six mois par an, la cour de France réside à Lyon. Dans les bagages des Italiens est arrivé un livre prestigieux. Il a été imprimé chez Aldemanucci à Venise avec de nombreuses gravures. Un livre d'emblèmes où la pensée se construit par le dialogue des mots et des images. Le songe de Polyphile. Les ouvrages de littérature emblématique proposent des interprétations intellectuelles, morales ou mystiques. Et cette littérature va connaître un très grand succès, va être largement diffusée et très curieusement, elle est une source intellectuelle, lointaine mais réelle, du symbolisme maçonnique. Rabelais arrive à son tour à Lyon. Bien entendu, il a lu le songe de Polyphile, celui qui aime tout. Alors il invente et publie Gargantua, celui qui mange tout, qui veut goûter de son appétit de géant à tous les savoirs et à toutes les libertés. En songe, Polyphile avait rencontré la nymphe Télémie pour le guider. Une image de sa propre volonté. Gargantua, lui, découvre l'abbaye de Thélème, où il est dit « Fais ce que voudras ». Alors l'abbaye de Thélème, c'est le bel exemple d'un humanisme, d'un idéal, d'une utopie d'homme fraternel qui crée un espace de liberté, un espace de parole, un espace de recherche, un peu à l'instar de ce que seront effectivement les loges, en gros un espace philosophique, une école de l'homme. Dans le quartier des imprimeurs, l'auteur de Gargantua rencontre un Allemand, très étrange et très célèbre, Henri Corneille Agrippa. Intrigué, amusé, Rabelais le transforme en R. Trippa, un mage un peu loufoque auquel vient se consulter Panurge. Mais Agrippa n'est pas un charlatan. S'il explore l'occulte et la magie, c'est pour mieux comprendre le monde sous tous ses aspects. Corneille Agrippa est très important parce qu'il est celui qui, au XVIe siècle, va récapituler la pensée magique. C'est-à-dire une magie qui est fondée sur un héritage antique, et qui est au fond un grand exercice intellectuel. La magie, ça n'est pas quelque chose de surnaturel. La magie, c'est simplement trouver le moyen d'exploiter tous les ressorts cachés de la nature. Et on s'aperçoit que dans la région de Lyon vont circuler un grand nombre d'hommes qui sont porteurs de cette pensée, qui sera une source lointaine, mythique, légendaire, mais une source intellectuelle réelle de la franc-maçonnerie qui ne va bien entendu se constituer qu'au siècle suivant. En bon humaniste, Agrippa célèbre la liberté de l'homme et de la femme.
Il avait donné la priorité aux femmes et c'est un merveilleux traité de défense et d'illustration non seulement de la beauté, mais de la grandeur et de l'intelligence féminine. La vie culturelle, finalement, est extrêmement importante, beaucoup plus importante qu'elle n'est à Paris, par exemple. Il y a des femmes qui écrivent et qui tiennent à écrire. Alors, il y en a une qui n'est pas du tout connue et qui s'appelle Jeanne Flore. On ne sait rien d'elle, sauf qu'on a ses contes qui sont à la manière de Boccace, mais il y en a d'autres, il y en a de plus célèbres quand même. Par exemple, Pernette du Guillet, qui est la délie du grand ouvrage de Morisset. Et puis évidemment, la plus connue, c'est La Belle Cordière, c'est-à-dire Louise Labbé. Ce sont des bourgeoises. Elles revendiquent en particulier d'avoir le droit de s'occuper non seulement des lettres, mais aussi des affaires publiques, des sciences. Mais ça ne prend jamais une forme agressive. Ça prend une forme de revendication, c'est vrai, mais du style, nous avons reconnu, nous sentons bien que nous sommes aussi bien que les hommes, et il n'y a pas de raison pour que nous ne fassions pas la même chose qu'eux, et voire, disent-elles, peut-être un peu mieux. Et il faudra un certain temps à la maçonnerie pour admettre ce genre de choses. À Lyon se construit l'utopie, et l'architecture en est l'instrument privilégié. Comme par hasard, c'est à Lyon que naît un des plus grands architectes de son temps, Philibert Delorme. Et c'est à Lyon qu'il fait ses premières armes. Philibert Delorme parle de ce qu'est l'architecte. Et il fait de l'architecte un portrait extraordinaire et très surprenant. Il dit bien sûr que l'architecte doit connaître l'art de bâtir, la géométrie, les mathématiques et ce qu'on appellerait aujourd'hui la résistance des matériaux. Mais il dit surtout que l'architecte doit être versé en philosophie, en médecine, en théologie, en astronomie, en météorologie. En quelque sorte, l'architecte, à ses yeux, c'est beaucoup plus qu'un super technicien. L'architecte, c'est un homme universel. Comme une image d'un grand architecte de l'univers. Pour compléter le prestige de Lyon, il manquait Nostradamus. Attiré par la célébrité des imprimeurs de la ville, il vient faire éditer ses Centuries, le livre qui a été le plus lu au monde après la Bible. Nostradamus fait partie d'un tronc commun. Le tronc commun à la fois des humanistes, des grands esprits. La structuration des prophéties, on est bien dans un travail d'architecte. Je veux dire, on a un rythme de quatrains, de 4 vers. Après, on est dans un rythme de 100 quatrains qui forment une centurie, et ainsi de suite. Je veux dire, tout ça, c'est d'une très grande construction. Mais cette fragmentation voulue de sa part implique quelque chose qui est presque du domaine ritualique. Si ce texte résonne aussi largement à travers le monde depuis 4 siècles et demi, c'est qu'il a su peut-être faire la synthèse, je pense, entre les différentes religions monothéistes. Une partie de la maçonnerie a puisé directement ou indirectement dans l'œuvre de Nostradamus, dans même l'esprit de ce que voulait être Nostradamus. Ce serait le fameux « connais-toi toi-même » et à partir de là, qu'est-ce que tu fais de la réponse à la question que tu t'es posée ? Mais hélas, à cette question, la réponse est plutôt l'intolérance et la violence. Lyon, c'était une capitale de l'imprimerie au XVIe siècle, et une partie des imprimeurs étaient des Genevois, étaient des Suisses. Et par le livre, ils ont su diffuser les idées du calvinisme. Qu'en 1563, les protestants prennent la ville, ils sont maîtres de la ville pendant une année, et c'est eux qui martèlent certaines stèles de la façade de l'église Saint-Jean. Dans une ville qui est profondément catholique, le protestantisme n'a plus que s'exprimer par la violence. Notamment avec l'aide du sinistre baron des Adrets. Il promet à ses soudards un tonneau de vin par tête d'ange abattu. La fin d'un âge d'or. Lyon et aussi l'Europe se déchirent au nom de la foi dans le Christ. Ce qui veut dire que toute pensée qui est fondée sur la recherche et la volonté de découvrir des notions nouvelles ou des idées nouvelles est forcément suspecte.
la moindre des prudences, c'est effectivement d'essayer de se regrouper dans une certaine discrétion. On retrouvera d'ailleurs cette notion dans la maçonnerie, qui n'est pas une société secrète, mais qui est évidemment une société discrète. Parmi ces sociétés discrètes, apparaît au début du XVIIe siècle le mystérieux mouvement de la Rose-Croix. Il appelle à une sorte de république d'Europe libérée des conflits religieux. Tout humaniste aspire à rencontrer les membres de cette Rose-Croix. Et sans doute, est-ce le désir du jeune Lyonnais Balthazar de Monconis. Il vient de terminer ses études à Lyon, chez les Jésuites, au Collège de la Trinité, aujourd'hui le lycée Ampère. C'est le fils d'un échevin de la ville. En 1628, Balthazar de Monconis part faire le tour de l'Europe et de la Méditerranée. Il admire les pyramides, rencontre des derviches tourneurs, explore le mont Sinaï, Jérusalem et Constantinople. Il s'entretient avec des rabbins, se passionne pour les phénomènes de la nature et pour toutes les sciences, y compris l'alchimie. Puis il se rend en Angleterre. Il fréquente la société de nombreux savants, Boyle, Hobbes et Robert Moray. Robert Moray, et qui est originaire d'Écosse, est le premier maçon spéculatif dont le nom nous soit parvenu. Et le nom du Lyonnais Balthazar de Monconis était écrit à la tête de la liste des frères occultes, rapporte son fils. Aurait-il été reçu déjà dans une loge de francs-maçons ? Entre les loges opératives de bâtisseurs du Moyen-Âge, qui sont des loges corporatives, qui sont des confréries, il y a eu effectivement des noms manuels qui sont acceptés dans un certain nombre de loges, qui accouchent de la maçonnerie spéculative. Ils s'aperçoivent que cet espace est aussi un espace de tolérance, un espace de rencontre interreligieuse. Un peu plus tard, à la fin du XVIIe siècle, à Lyon, dans ce même collège de la Trinité, un père jésuite, le père Ménestrier, est fasciné par la force des images et leur signification. Il est vrai que les chapelles du collège sont abondamment décorées et que le songe de Polyphile est en bonne place dans la bibliothèque. Le père Ménestrier écrit 164 livres. Il passe toute sa vie à commenter les diverses formes d'images qu'il peut rencontrer dans l'héraldique, les symboles ou les énigmes. Il explique qu'il y a deux types d'énigmes. Les énigmes permis, que sont les paraboles, par exemple. En éminent membre de la Société de Jésus, il explique que toute une partie de l'enseignement du christianisme est fait par énigmes, par paraboles, et puis les énigmes interdites. Et alors il parle des prophéties, des talismans, de certains symboles, qu'il condamne, bien sûr, mais on sent que ça le passionne, et il donne une définition du symbole que ne renieraient pas les maçons du XVIIIe siècle, et même les maçons d'aujourd'hui. Le symbole, nous dit-il, les symboles sont l'âme des énigmes. Le symbole est une image philosophique sur laquelle il faut raisonner. Le père Ménestrier entreprend la réalisation d'une grande fresque décorative et symbolique tout autour de la cour de son collège. Il décrit cette fresque dans un petit livre qui montre son désir de faire du collège de la Trinité un lieu utopique et exemplaire, un temple de la sagesse ouvert à tous les peuples. Comme par hasard, le premier tableau de cette grande fresque, c'est la construction du temple de Salomon. On n'a plus la fresque qui a disparu aujourd'hui, mais on a une description de la fresque. Et cette construction du temple de Salomon est une allégorie de la quête de la sagesse et de la connaissance. Alors il explique Salomon dans une certaine position, qu'il y a par exemple un triangle lumineux au-dessus de lui, et toute une série de choses qui ne sont pas, répétons, la maçonnique, mais que la maçonnerie va reprendre au courant du XVIIIe siècle. Cette belle assiette, elle est vraiment instructive. Elle essaye de montrer tout ce qui relève du symbolisme, de l'imagerie de la franc-maçonnerie. D'une part, on voit des outils opératifs, des équerres, des maillets, et on retrouve une autre série de représentations ou d'objets qui tiennent, eux, d'un autre registre. Au centre, on voit la représentation d'un temple qui fait référence au temple de Salomon.
avec également les deux grands luminaires, comme on pourrait dire, que sont le Soleil et la Lune, qui symbolisent évidemment quelque chose de l'ordre du céleste, une certaine cosmogonie, avec une étoile. Il y a aussi un delta sur le côté qui est également un symbole spirituel, on va dire. La franc-maçonnerie est une création complexe. Elle garde une résonance, une teinture qui vient du monde des opératifs. Elle donne un lieu clos et couvert, une loge dans laquelle des hommes se réunissaient pour préparer leur travail de chantier, une cabane de chantier. Et cette cabane de chantier, elle va être lancée dans les étoiles. Elle va devenir bientôt un atelier et voire un temple. 4 loges de Londres se réunissent en 1717 pour former une grande loge, la Grande Loge de Londres. En l'année maçonnique 5723, c'est-à-dire 1723, 2 pasteurs définissent les constitutions de la franc-maçonnerie, Anderson et Desaguliers. Le duc de Wharton les remet au duc de Montaigu. Puis en 1728, il quitte l'Angleterre, fréquente l'aristocratie française, qui elle aussi commence à se réunir dans des loges, et c'est de cette année 1728 qu'on peut dater la naissance de la franc-maçonnerie française. À Lyon, à l'inverse de Paris, les loges qui se créent regroupent surtout des bourgeois. Ce sont des négociants qui tirent leur prospérité des soieries que produit la fabrique. Le XVIIIe, c'est le grand siècle lyonnais, car Lyon est vraiment la capitale de la soie européenne. La fabrique lyonnaise est à son apogée dans son organisation entre la minorité, en gros 300 familles, les 300 familles, et à peu près, on peut dire, 40 000 travailleurs de la soie, aussi bien chefs d'atelier qu'ouvriers en soie, que femmes et enfants qui travaillent. Donc une mono-industrie extraordinaire, unique en Europe. C'est dans ce petit quadrilatère, Vieux-Lyon et en gros pan de la Croix-Rousse, que va naître cette nouvelle spiritualité que Lyon va engendrer, mais qui s'explique bien par cette ville qui a des contacts européens, une ville où on se connaît parfaitement, ou une ville où on travaille et en même temps où on a besoin de trouver autre chose que le travail. Et où le catholicisme ne donne peut-être plus une réponse totale aux questions qu'on se pose avec ce siècle des Lumières, où on s'interroge sur une certaine rationalité. Dès 1744, au moins 3 loges existent à Lyon, sur les pentes de Fourvière sans doute. Et la ville est une fois de plus au carrefour de ces idées nouvelles dont elle avait accueilli les bases au XVIe siècle. Il y a déjà une philosophie maçonnique, peut-être par le fait qu'il y a une liberté de parole dans un lieu qui n'est pas sous contrôle, par le fait que se trouvent des gens d'opinions différentes et de classes sociales tout de même déjà un peu diversifiées, ce qui en fait dans une société d'Ancien Régime forcément une structure polémique. Et puis la fraternité en elle-même, effectivement, est un principe qui pousse peu à peu la philanthropie à se préoccuper autant des causes de la misère que du remède à apporter. Peu à peu, il y aura politisation aussi de la maçonnerie à mesure que les Lumières se feront plus fortes. C'est à Lyon, en février 1750, qu'un Italien qui va devenir célèbre dans toute l'Europe fait ses premiers pas dans la franc-maçonnerie, Giacomo Casanova. Il raconte cet épisode dans ses mémoires. C'est un des esprits les plus lucides de son temps. Il sent qu'il y a une recherche spirituelle qui commence à venir de partout. Donc je crois que ça a été, dans le mouvement même de sa vie, quelque chose de tout à fait normal. Quelque chose qui l'a poussé certainement à réfléchir sur lui-même, à avoir de sa propre vie une conscience de plus en plus aiguë, une conscience physique, presque physiologique, une conception du temps, c'est-à-dire des instants décisifs, de l'occasion, de la rencontre, et puis surtout le courage. Sa devise, vous la connaissez, Sequere Deum, n'est-ce pas, suivre le Dieu. Alors le Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui apparaît, qui rayonne, souvent sous forme de femme à ses yeux, n'est-ce pas? Mais il poursuit aussi quelque chose. Donc c'est un texte qu'il faut savoir lire et décrypter. En effet, il raconte son entrée à Lyon, et tout le reste s'ensuit sans qu'il soit obligé de faire allusion à quoi que ce soit. C'est sa vie personnelle qui l'intéresse, pas le destin d'une communauté visible. Mais y en a-t-il une qui ne soit pas visible? Eh bien, il indique quelque chose.
Dans cette même année, 1750, et dans cette même loge, qui sait, le hasard est souvent malicieux, on accueille un jeune soyeux lyonnais de 20 ans, Jean-Baptiste Villermoz. Il sera la figure centrale de la franc-maçonnerie lyonnaise du XVIIIe siècle. Et ce qu'il y a d'extrêmement curieux, c'est de voir comment ce soyeux lyonnais, qui a quitté l'école à 12 ans, va correspondre avec les plus grands personnages d'Europe à propos des connaissances rares et précieuses, comme il dit, de la franc-maçonnerie. En 1768, donc 18 ans après son initiation, il fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. C'est la rencontre d'un personnage énigmatique, très curieux, très singulier, très caractéristique aussi de ce qu'on pourrait appeler ces aventuriers spirituels du XVIIIe siècle. Il s'agit de Martinez de Pasquali. Martinez de Pasquali se rattache à une tradition kabbalistique, mais il a également puisé dans la tradition magique issue de la Renaissance, et en particulier, il y a de très clairs emprunts à Corneille Agrippa. Martinez propose de susciter des manifestations audibles et visibles d'entités spirituelles. Villermoz n'a eu qu'un seul souhait, c'est que ces êtres se manifestent. Mais il n'a jamais rien vu et jamais rien entendu. Ce qui, d'ailleurs, au passage, est une preuve, s'il en fallait, de l'extraordinaire équilibre psychologique de Villermoz. Parce qu'il aurait très bien pu s'auto-suggérer, en quelque sorte, la présence de ces entités. Il n'a jamais perdu le sens des réalités. Et avant de juger, il a voulu connaître. C'est ce qui fait que, en particulier, lorsque de nouveaux systèmes philosophiques passent à Lyon, eh bien, tout aussitôt, il veut en être. Et des nouveaux systèmes philosophiques et maçonniques, Dieu sait s'il y en avait. Pour la plupart, ils étaient inspirés par le prestige et le noble idéal de la chevalerie, telle qu'on rêvait qu'elle était au Moyen-Âge et telle que le peintre Marius Granet la représentera. L'implantation de l'imaginaire chevaleresque dans la franc-maçonnerie est assez légitime. C'est que tant pour la chevalerie que pour la maçonnerie, la bienfaisance, l'intérêt pour l'autre est quelque chose d'essentiel. Et je dirais que l'ascèse maçonnique, elle passe par la bienfaisance, elle passe par l'intérêt pour l'autre. Le nom des loges lyonnaises montre qu'elles célébraient avec constance l'amitié et la philanthropie. Mais Villermoz apprend qu'un système maçonnique se développe en Allemagne avec un grand succès. La stricte observance templière. Elle se dit l'héritière des Templiers, qui, selon la légende, auraient survécu en Écosse après leur condamnation par le pape et Philippe le Bel. Heureusement, ils avaient disparu, donc on pouvait projeter sur les Templiers des tas de choses qu'on n'aurait pas pu faire avec des ordres de chevalerie qui existaient encore. Et ce que va faire la franc-maçonnerie au début du XVIIIe siècle, c'est qu'elle va restituer une chevalerie spirituelle qui soit un outil de la quête. Villermoz acclimate à Lyon ce système maçonnique templier en le rectifiant profondément. Il en fait le rite écossais rectifié. Il va en quelque sorte avoir une idée de génie. Il va prendre la carcasse de la stricte observance templière et il va remplir cette carcasse avec la pensée de Martinez de Pasquali. Une vingtaine de loges prospèrent à Lyon. Elles accompagnent le développement de la ville sur la rive gauche du Rhône que dessine l'urbaniste franc-maçon Morand. C'est le lieu de tous les plaisirs et de toutes les expériences. Les frères Montgolfier, francs-maçons, y testent leurs aérostats. Morand est sollicité pour aménager les locaux des loges qui s'installent dans ce nouveau quartier, en particulier la Bienfaisance, la loge de Villermoz. La franc-maçonnerie s'affirme comme un lieu de contre-pouvoir. Temple grandiose et somptueux banquet fraternel. Les loges de Lyon attirent des philosophes, Joseph de Maistre et Claude de Saint-Martin, des écrivains comme Cazotte, des scientifiques comme l'abbé Rosier, célèbre agronome. On peut encore voir sa demeure sur les pentes de la Croix-Rousse.
C'est aussi l'époque où s'effectuent les premières approches de l'électricité à travers les phénomènes du magnétisme. Mesmer, franc-maçon autrichien, est célèbre dans toute l'Europe par ses cures magnétiques. Il passe évidemment par Lyon. On va voir dans la meilleure société des hommes et des femmes se réunir autour d'un baquet, saisir une poignée de fer ou un lien rattaché au baquet, tomber en pamoison. On ressort de là épuisé mais heureux et on va beaucoup mieux. Mesmer implante à Lyon une de ces sociétés de l'harmonie et c'est à Lyon qu'on a conservé le seul baquet de Mesmer qui existe encore au monde. Rempli de verre pilé et de limaille de fer, ce baquet concentrait, dit-on, le magnétisme universel, celui des métaux, et celui des êtres vivants, le magnétisme animal. La musique de l'harmonica de verre venait amplifier la circulation du fluide magnétique. Et bien entendu, à Lyon, il va y avoir des connexions très fortes entre les maçons de la tendance illuministe et mystique et les membres de cette société de l'harmonie. Parce que le magnétisme animal de Mesmer apparaît pour beaucoup d'entre eux comme une manifestation tangible de cette dimension immatérielle qu'ils cherchent en quelque sorte à manifester à travers leur parcours spirituel. Mais les francs-maçons lyonnais expérimentent d'autres phénomènes, comme l'hypnose. Ce sont les sommeils magnétiques. Villermoz et ses amis notent scrupuleusement ce que des jeunes femmes endormies murmurent pendant leur sommeil. Mysticisme et rationalisme, érotisme peut-être aussi. À la même époque, par un de ses proches, Villermoz reçoit communication de cahiers sur lesquels sont consignés des récits exprimés dans un langage extraordinairement étrange, et son correspondant veut en taire l'origine. Il dit que tout cela est transmis par un agent inconnu. Une forme d'écriture automatique bien avant les poètes surréalistes. L'agent inconnu était la sœur d'un franc-maçon lyonnais, Madame de Vallière. Dans sa demeure des environs de Lyon, elle aurait été en communication avec des entités mystérieuses. Ce qu'on peut dire, c'est que eux, l'objet de leur quête, il était clair. C'était une sorte de salut par le contact avec la divinité. Maintenant, comme souvent, en faisant des tas d'expériences de tas de choses, ils ont rencontré des tas d'autres choses. Et de ce point de vue-là, ils ont peut-être été les précurseurs de la découverte de l'inconscient ou de la découverte de dimensions obscures de l'homme. Ce bouillonnement lyonnais attire encore d'autres personnalités étranges. Cagliostro, le Joseph Balsamo d'Alexandre Dumas, arrive à Lyon en 1785. Écarté par Villermoz, il séduit les frères d'une autre loge, la Sagesse, qui donne naissance à la Sagesse triomphante. Elle s'installe dans le quartier des Brotteaux. La villa de Morand est aménagée en conséquence. Dans cette loge, Cagliostro fonde son nouveau système maçonnique, d'inspiration égyptienne, ouvert aux hommes et aux femmes. Cagliostro se prévalait de titre de grand copte. Et est-ce que ce grand copte ne serait pas une sorte de façon imparfaite, corrompue de parler de copte? Parce qu'en effet, Cagliostro semblait professer un christianisme assez curieux, qui n'est pas sans relation avec le côté archaïque du christianisme copte. Donc la maçonnerie égyptienne de Cagliostro renvoie peut-être plus aux éléments archaïques du christianisme de l'Église copte qu'à l'Égypte des pyramides et des pharaons. Parmi les 5 principaux rites pratiqués aujourd'hui dans la franc-maçonnerie française, 2 auront donc vu le jour à Lyon, celui de Villermoz et le rite égyptien, dont Cagliostro aura jeté quelques bases. C'est une atmosphère très curieuse, très bizarre, qui illustre bien la multiplicité des démarches
dans lesquels étaient impliqués ces hommes, qui pouvaient à la fois s'attacher à la persistance d'une préoccupation religieuse et mystique importante, et en même temps, sur le plan politique, être favorable aux idées nouvelles. Et l'année 1789 arriva. C'était pour plus de liberté, plus d'égalité et encore plus de fraternité. Les francs-maçons ont applaudi à la révolution de 1789 à Lyon comme ailleurs. Mais après, les choses se sont gâtées. Lyon va rejeter d'un côté l'aspect royaliste incarné par Jacques Imbert Colomeste, qui n'est pas franc-maçon, et puis un personnage qui s'appelle Joseph Chalier, et qui est un personnage clé de la violence extrémiste, c'est-à-dire de la violence exagérée lyonnaise. Il a installé sur le pont Morand une guillotine en disant que les têtes tombent directement dans le Rhône. Et ce Chalier va donc être arrêté, mis en prison, et les royalistes vont en profiter pour monter à Lyon une sorte de soulèvement, de rébellion lyonnaise, alors que les Lyonnais ne cherchent pas à être rebelles, ils cherchent simplement à vivre une sorte de république tempérale lyonnaise. La convention montagnarde les en empêchera, il y aura un siège, et Lyon sera prise le 9 octobre 1793, et ça entraînera une sorte de grande violence, puisqu'il y aura 2000 morts à Lyon, guillotinés ou fusillés, entre, si vous voulez, octobre 93 et printemps 94. Parmi eux, plus de 135 francs-maçons lyonnais, dont le propre frère de Villermoz. Sur les 75 frères de la loge La Bienfaisance, 20 sont exécutés. Un premier mausolée célèbre les victimes de la Révolution. Puis, influence conjuguée de l'égyptomanie et de la franc-maçonnerie, il est remplacé par une pyramide. Elle subsistera jusqu'au début du XXe siècle, avant d'être à son tour remplacée par une banale chapelle, propice à l'oubli. Lyon accueille Napoléon avec joie. Il vient soutenir son industrie de la soie et fait reconstruire la place Bellecour. Pendant la Révolution, les loges avaient dû cesser leur activité. Napoléon les fait revivre, mais à son profit. Le décor chevaleresque séduit toujours les francs-maçons. Sans doute a-t-il inspiré le peintre lyonnais Fleury Richard de la loge Isis, qui lance en Europe la mode de la peinture troubadour avec son ami Revoile. Mais la composition des loges change. Les ecclésiastiques n'y sont plus, les nobles beaucoup moins. Depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années, des artisans déjà, des négociants, des boutiquiers, des petites bourgeoisies se joignaient aux loges. Et de ce fait, il y a eu quand même une certaine prolétarisation de la franc-maçonnerie française à cette époque-là. Cette maçonnerie est très intéressante au niveau sociologique, parce qu'on voit vraiment le peuple de Lyon dans ces loges, en opposition à la maçonnerie du XVIIIe siècle, qui est restée sur le plan social, une maçonnerie très liée au pouvoir, aux différents pouvoirs. Il s'est créé en 6 ans, je crois, 4 loges, mais avec des noms tout à fait nouveaux. Tu vois, Étoile polaire, Équerre et compas, Asile du sage. La candeur des... C'était plus l'union, la bienfaisance, c'était fini. Leur premier but, et depuis le début des années 1820, ça a été l'enseignement. L'émancipation par l'enseignement. Et ça a été leur combat. Depuis le début, tu reprends même des maires comme c'est Prunel, qui était antisocial, a été un des premiers actionnaires des écoles créées par les francs-maçons. Il va y avoir un courant hostile à la monarchie dans les loges maçonniques. Et on le voit en particulier à Lyon, où en septembre 1829, Lafayette est accueilli triomphalement par les loges lyonnaises. Or, Lafayette, c'est en quelque sorte l'aile gauche de la monarchie. Lafayette, franc-maçon, le héros des deux mondes, traverse le Rhône pour se rendre à la fête organisée dans la loge de l'Asile du Sage. En souvenir, le pont Charles X et l'avenue qu'il emprunte deviendront le pont et le cours Lafayette. Mais pendant ce temps, la misère s'étend dans le quartier de la Croix-Rousse. 30 000 métiers à tisser, 800 chefs d'atelier. Le mécontentement grandit, les prix chutent. Une première révolte éclate en 1831.
Lyon n'est pas révolutionnaire. Lyon était des révoltés, mais des révoltés pour la vie. La devise des canuts, vivre en travaillant ou mourir en combattant, fait le tour de l'Europe. Vivre en travaillant, mourir en combattant sera inspiré de cette formule, vaincre ou mourir, qui nourrit au total toute une méditation sur le sens de la justice, sur l'usage du droit, sur finalement la légitimité, le droit autour de la violence. Franz Liszt, qui va devenir franc-maçon quelques années plus tard, compose une pièce en hommage aux luttes des canuts lyonnais. Les francs-maçons lyonnais, Chanet, Beaune, Kaufmann, Berthelon et bien d'autres sont aux côtés des tisseurs de la Croix-Rousse. Les francs-maçons, de toute façon, là, sont vraiment aux avant-postes souvent de ce type d'évolution. On les retrouve dans énormément de petits complots républicains, d'agitation, disons tout simplement. On les retrouve dans la liberté de la presse qui cherche à s'imposer à cette époque-là. Les journaux qui étaient importants, c'est l'Écho de la Fabrique, et puis la Glaneuse. Et là, il y avait des francs-maçons. Marius Chastain se souvient peut-être du symbole du niveau quand il écrit « Oui, je suis le niveleur. Je demande une égalité de bien-être qui élève le pauvre au niveau du riche. » Il y a eu ces journaux et l'imprimerie qui a été le moyen de transmettre ce qui se passait. Je pense que c'est l'imprimerie. Presque tous les imprimeurs de l'époque étaient francs-maçons. L'Écho de la Fabrique est traduit en anglais. La Croix-Rousse devient pour l'Europe un haut lieu des luttes sociales. La colline qui travaille se soulève à nouveau en 1834. Saint-Simoniens qui sont venus avec leur côté christique, mais en même temps d'entraide. Il y a eu les fourriéristes, et il y a eu Proudhon. Il avait beaucoup de contacts avec tous les imprimeurs, et il émettait ses idées sur la propriété. Et puis sa conception, où c'est l'homme qui primait en droit et en devoir. L'homme est l'égal des dieux. Et quand il est reçu dans la loge de son oncle à Besançon, à la question rituelle « Quel est votre devoir envers Dieu ?», il répond « La guerre ». Et à partir de là, il ouvre la voie à l'agnosticisme et à l'athéisme dans la franc-maçonnerie. Sur les pentes de la Croix-Rousse, des actions originales voient le jour avec l'aide des francs-maçons lyonnais. Joseph Régnier participe à la tentative du Saint-Simonien Michel de Rion, qui ouvre en 1835 la première coopérative ouvrière de consommateurs du monde, le commerce véridique et social. Joseph Régnier, de la loge de rite égyptien La Bienveillance, participe pendant 60 ans de vie maçonnique à toutes les expériences. Coopérative, mutuellisme, fourriérisme, essais sur l'économie, magnétisme, théâtre et musique chiffrée. Il accueille les personnalités engagées qui passent à Lyon, comme Flora Tristan. Flora Tristan, dans son Tour de France, arrive à Lyon et elle aime beaucoup Lyon. Elle va entrer en contact avec les femmes des canuts, ou les femmes canuts, c'est-à-dire celles qui travaillent. Et elle essaye de les organiser, j'allais dire, bon, pas encore en syndicat, mais en groupe qui peuvent avoir pour elles seules des conférences, des cours. Elle veut qu'il y ait quelque chose de spécifiquement féminin. Elle a beaucoup de sympathie pour ces femmes. Mais Lyon compte aussi des personnalités féminines extraordinaires, comme Eugénie Niboyet, la première femme bachelière de France. Alors à Lyon, elle a fondé des journaux, le Réveil des femmes, le Conseiller des femmes. Mais en particulier, ce qu'elle va faire, c'est l'éducation des ouvrières. Et donc son idée, qui est d'ailleurs l'idée
commune de toute l'époque, c'est aussi celle de George Sand, c'est qu'on arrivera à obtenir, j'allais dire, la révolution, ou en tout cas le changement, par l'éducation. 1848, les Lyonnais se révoltent encore, avec Paris. Le groupe des Voraces, proche des francs-maçons de la Croix-Rousse, reprend les slogans de 1831. Mais avec le coup d'État de 1851, de nombreux francs-maçons lyonnais sont contraints à l'exil, comme Grépot ou Beaune. Une nouvelle figure européenne arrive à Lyon en 1870. C'est l'anarchiste russe franc-maçon Bakounine. Il a soutenu les ovalistes, les femmes grévistes de la Croix-Rousse. Et il pense, par rapport aux révoltes des Canuts, les différentes révoltes précédentes, qu'il va pouvoir soulever le peuple comme ça, avec l'emphase, avec simplement le discours. Avec un petit groupe de révolutionnaires, il fait tirer une affiche à 600 exemplaires pour appeler les Lyonnais à la révolution mondiale et à la prise de l'hôtel de ville. La machine de l'État est abolie. Le paiement de l'impôt est suspendu. C'était perdu d'avance. Et quand il dit dans sa fameuse affiche « Tout est perdu », je crois qu'il savait que c'était quitte ou double. Et ça a été quitte très rapidement. La prise de l'hôtel de ville est un échec. Bakounine doit quitter Lyon. La tentative révolutionnaire de Bakounine à Lyon, c'est vraiment pour moi le chant du signe d'une itinérance, d'une utopie qui s'est déroulée à travers toute l'Europe du 19e siècle. Si on parle souvent de Bakounine, par rapport à tout son parcours révolutionnaire et d'homme politique, très souvent la prise de l'hôtel de ville de Lyon et la fameuse affiche resteront éternellement dans l'histoire. Et par une de ces rencontres tragiques de l'histoire, c'est le commandant Arnaud de la garde nationale qui a dû expulser Bakounine de l'hôtel de ville. Il est ouvrier tisseur à la Croix-Rousse et fait partie des compagnons ferrandiniers. Mais il est aussi franc-maçon. 3 mois après le départ de Bakounine, victime d'une méprise, il est pris à partie par la foule de la Croix-Rousse et fusillé. Il tombe en s'écriant « Vive la République ». Mais quelle République il parle? Il parle de la République sociale, à la façon internationaliste, c'est-à-dire la façon Chalier 93, ou la République modérée, façon Troisième République qui vient de s'installer. Quand Gambetta viendra faire son enterrement à Lyon, il en fera une victime de cette République qui se veut consensuelle. Donc on ressent bien que commandant Arnaud fait partie de cette République centriste à la lyonnaise, qui montre bien que la maçonnerie lyonnaise n'est pas une maçonnerie révolutionnaire, mais une maçonnerie modérée. Donc qui incarne bien cette identité lyonnaise. Il y a dans la franc-maçonnerie l'idée de tolérance, et donc l'idée qu'on ne peut pas rompre radicalement avec les hommes, même si on a la volonté de changer les idées. Et donc c'est ce qui caractérise, je crois, les maires de cette époque, francs-maçons, Hénon, Termes, Vitet, qui sont à la fois des hommes progressistes qui vont être en décalage par rapport à toutes les formes d'autoritarisme, qu'ils soient royal, absolutiste ou napoléonien, mais en même temps non révolutionnaires, et qui fuient les extrêmes, mais souhaitent la réforme. Avec Gaëton et Augagneur, cette tradition de maire franc-maçon se poursuit jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le temple maçonnique de la rue Garibaldi est un des centres de la pensée philosophique et politique de la cité. La franc-maçonnerie lyonnaise s'engage résolument dans la construction de la République parce qu'il lui semble, au terme de tout ce mûrissement séculaire, que c'est véritablement la fondation civique qui assure à ses idéaux, à ses valeurs, la meilleure pérennité. Et sur ce chemin, elle bute de plus en plus, depuis quelques dizaines d'années, sur l'existence d'une Église qui réagit mal à ces évolutions, ou même qui refuse la mise en cause de son autorité sociale. À Lyon, Monseigneur de Bonald se montre particulièrement actif. Il fait édifier une grande basilique qui a la forme d'une forteresse de la foi. C'est pas la maçonnerie qui a tiré la première, c'est l'Église romaine qui est devenue le bastion des forces les plus réactionnaires en France, et du coup les loges
sont devenus l'endroit naturel pour ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette évolution. Et puis de fil en aiguille, le combat des deux France va faire que la maçonnerie va devenir de façon virulente anticléricale. On allait vers la séparation de l'Église et de l'État, on allait vers la laïcité, on allait vers tout ça. Et les loges du 19e à Lyon, ça a été ça. Augagneur était un franc-maçon laïque très opposé à l'Église catholique, puisque à un moment donné, il voulait faire raser Fourvière. Il y a eu Guerre, qui était franc-maçon, qui a construit la Tour Eiffel à côté. Oh, c'est par esprit de contradiction, en disant il n'y a pas de raison que vous mettiez un éléphant les pieds en l'air, que nous, on ne mette pas un phallus à côté. Et c'est ainsi que le paysage lyonnais porte la trace de ce combat. La République est désormais bien installée. On lui élève une statue décorée de symboles maçonniques, symboles qu'on retrouve sur le monument dédié à la mémoire de Gaëton. Mais après Gaëton et Augagneur, plus aucun maire de Lyon du XXe siècle, que ce soit Édouard Herriot ou Louis Pradel, ne sera franc-maçon, à l'exception du maire actuel. Un certain nombre de maçons vont s'interroger sur la nature de la maçonnerie. Et ils vont dire, certes, la maçonnerie, c'est la République, mais ce n'est peut-être pas que la République. Et ils vont chercher à réveiller un peu la dimension spirituelle de la franc-maçonnerie. Et ce qui est très curieux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont réveiller la maçonnerie mystique lyonnaise du XVIIIe siècle. On va redécouvrir l'œuvre de Villermoz, en particulier le docteur Ancos, qui vient souvent à Lyon rendre visite à son ami Philippe, une sorte de guérisseur. La tombe de maître Philippe, comme on l'appelle aujourd'hui, est voisine de celle de Villermoz, et toujours fleurie. S'inspirant de Villermoz et de Claude de Saint-Martin, le docteur Ancos fonde un système paramaçonnique et prend le nom de Papus. Il emmène maître Philippe jusqu'en Russie, à la cour du tsar Nicolas II, ce qui donne une fois encore une dimension européenne à la pensée mystique lyonnaise. Dans le sillage qui a été initié par Papus et par maître Philippe, toute une tradition va réinvestir la ville de Lyon, avec en particulier Johanny Bricot et son successeur Constant Chevillon, de telle sorte qu'à travers les vicissitudes de l'histoire, le fil d'une certaine tradition mystique et rituelle à Lyon n'avait jamais été complètement coupé. Constant Chevillon a été assassiné par la milice en 1944. La franc-maçonnerie est interdite à chaque fois que s'installe une dictature en Europe. Alors ça a commencé avec Mussolini, ensuite il y aura Hitler. Il y a donc une montée européenne de l'antimaçonnisme, c'est un antimaçonnisme d'extrême droite, c'est la grande période du thème de la judéo-maçonnerie. Le primat des Gaules Gerlier lançait le slogan « Pétain, c'est la France ». Là déjà les francs-maçons ils se sont fait planter là, ils se sont dit là il y a un truc. Le sabre et le goupillon, ils ne pouvaient pas. C'est l'interdiction de la franc-maçonnerie, c'est la dénonciation et le fichage général des francs-maçons. Donc il y a une solidarité immédiate qui s'opère. Et de nombreux francs-maçons lyonnais entrent dans la résistance. Ils créent en particulier le groupe du Coq Enchaîné. Symbole, le soleil se lève à l'Orient, le coq chante au lever du soleil. C'est pour ça que derrière le coq, tu vois l'Orient qui symbolise le temple maçonnique. Il y avait le Bossé, Dunoir, Digoutte, 3 francs-maçons, Pradel, le futur maire, et le docteur Fousseret. Les francs-maçons du Coq Enchaîné seront tous arrêtés. Mais Louis Pradel, qui n'est pas franc-maçon, est sauvé par Dunoir. Dunoir sera emprisonné au camp d'Allard, où il participe aux travaux d'une loge maçonnique clandestine à l'intérieur du camp. Il y a eu d'autres grands noms de la résistance à Lyon. Il y a eu notamment Chambonnet, qui a été le dirigeant de l'armée secrète, et qui donc a été l'une des grandes personnalités de la résistance dans l'Est de la France. Le franc-maçon Chambonnet et 4 autres résistants ont été fusillés à titre de représailles par la Gestapo.
ce qui détermina la construction du mémorial du veilleur de pierre. La maçonnerie est désormais inscrite dans les gènes de cette histoire. Bon, pas une histoire bimillénaire, mais une histoire au moins triséculaire de Lyon. Et je crois qu'elle imprègne le fonctionnement de cette ville. On ne comprend pas l'histoire si l'on n'étudie pas l'histoire de la franc-maçonnerie. Voilà. Je crois que c'est quelque chose qui a été souvent oublié, censuré, falsifié. C'est un accompagnement de l'histoire. Non seulement on n'a rien à cacher, mais notre histoire est là quand même pour attester tout ce qu'on a pu faire au niveau de la cité. Je crois qu'au niveau de la laïcité, au niveau de la République, chaque fois on a été présent, je dirais vraiment plutôt du bon côté. Nous vivons une très grande mutation, comparable en un sens à ce qui a pu avoir lieu à la Renaissance ou alors au XVIIIe siècle. Il y a des paliers comme ça, il y a des temps nécessaires probablement d'occultation, de péril extrême. Mais je crois que voilà, quelque chose est là et ne demande qu'à fleurir. La maçonnerie française, depuis son origine, est une réalité complexe et diverse. Elle a toujours pris en compte la nature duelle de l'homme, qui est au fond une aventure intérieure, mais aussi une action dans le siècle. C'est, depuis la fin du XVIIIe siècle, un lieu étonnant où l'on peut, dans un climat de tolérance et de fraternité, conduire des expériences intellectuelles extraordinairement diverses qui ne se résument ni à une expérience religieuse, ni à un engagement politique, et qui peut-être résument toute la difficulté de la condition humaine. La franc-maçonnerie reste une forme de liberté associative dans laquelle on est tout simplement, et on est là gratuitement. On n'est pas comptable, on n'est pas rémunéré. Enfin, quelque part, on est là pour rien. Et c'est bien.